Bonjour à tous. Je suis le professeur Kediha. Je suis neurologue à Mustapha et toujours dans le cadre de la formation médicale continue en neurologie, je vais vous parler de cette pathologie ô combien fréquente et que vous rencontrez probablement tous, généralistes ou spécialistes dans votre pratique quotidienne, qui sont les accidents vasculaires cérébraux. Alors, je vais d'abord un petit peu vous parler d'épidémio. Je vais faire un bref rappel anatomique, surtout de la vascularisation. Et sur le plan clinique, je vais insister surtout sur les syndromes neurovasculaires. Et par la suite, nous parlerons de la prise en charge à proprement dite, qu'elle soit diagnostique, déjà, comment reconnaître un AVC, mais également la prise en charge thérapeutique d'un AVC ischémique ou hémorragique. 80% de ce topo, du temps de ce topo va porter sur les AVC ischémiques et qui sont un petit peu plus d'actualité sur le plan thérapeutique de par l'avènement de la thrombolyse, et puis le reste, ça va être essentiellement les AVC hémorragiques. Alors, d'un point de vue définition, il faut savoir que d'après l'OMS, les accidents vasculaires cérébraux, ou stroke en anglais, il y a 3 éléments importants à retenir dans cette définition établie par l'OMS, que je vous ai un petit peu surligné en rouge. C'est que c'est un déficit neurologique focal, donc il va concerner une partie du cerveau, une partie du parenchyme cérébral, par infarctus ou hémorragie, mais la particularité, c'est qu'il survient de façon soudaine. Et le langage courant, on l'appelle tous une attaque cérébrale, une congestion cérébrale, mais la définition, elle est scientifique, si vous voulez, elle est bien claire. C'est un déficit neurologique focal, soudain, qui touche une partie du cerveau. Alors, c'est une maladie redoutable. Pourquoi? Parce qu'une personne sur 5 décède le mois qui suit, parce que 3/4 des survivants vont en garder des séquelles définitives et 1/3 des patients ayant fait un AVC risquent une récidive dans les 5 années. Alors, un petit peu j'anticipe sur ce que je vais dire par la suite, mais vous savez tous que les AVC, c'est essentiellement les AVC ischémiques. 80% des cas, c'est dû à l'obstruction d'une artère et qui va donc bloquer, si vous voulez, la perfusion cérébrale qui va être altérée. Et la cause athéromateuse en est la principale étiologie. Après, vous avez 20% des cas, ce sont les formes hémorragiques, que ce soit par pic hypertensif ou par malformation vasculaire. Alors, les points forts et les principes de connaître les accidents, les AVC, c'est clair que c'est l'affection neurologique la plus fréquente, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent aux urgences de neurologie et même aux urgences générales. C'est la grande urgence médicale, on va voir pourquoi. Autre intérêt ou point fort principal, c'est les grands progrès qui ont été réalisés dans la compréhension de ces mécanismes physiopathologiques. Nous allons en parler, surtout dans l'AVC ischémique, bien sûr, et dans la qualité de la prise en charge de ces patients. Et là, j'anticipe un peu sur la notion de structure spécialisée d'accueil et de prise en charge de ces AVC, qui sont les unités neurovasculaires, très importantes et qui sont en train de fleurir un peu partout dans le territoire algérien, heureusement d'ailleurs. Élément clé important, bien sûr, à cette prise en charge, c'est l'accès à l'imagerie cérébrale et l'arrivée le plus vite possible du patient dans ces unités spécialisées. L'intérêt, c'est donc la prise en charge en UNV, dans les stroke units, qui va permettre de réduire mortalité et séquelles fonctionnelles. Bien sûr, ce bénéfice est observé indépendamment de tout traitement spécifique. Ça veut dire que même en dehors d'une thrombolyse, une UNV est censée prendre en charge tous les AVC ischémiques, hémorragiques et les ischémiques, même ceux qui ne sont pas thrombolisés. L'UNV ne sert pas qu'à la thrombolyse. Autre intérêt important, c'est cette thrombolyse par RTPA qui doit se faire dans les 4h30 après le début des signes cliniques. Alors, les objectifs de cette prise en charge en unité spécialisée, c'est bien sûr confirmer le diagnostic, c'est une prise en charge diagnostique, essayer d'en préciser la cause et le mécanisme, et puis surtout prévenir et traiter les complications immédiates, qu'elles soient générales ou neurologiques, on va en parler, et bien sûr débuter le traitement spécifique le plus précocement possible. Alors, quelques mots d'épidémiologie. Vous savez que l'âge moyen est autour de 70 ans, 73 ans, mais la particularité, c'est qu'on en voit de plus en plus chez les moins de 50 ans, de par nos habitudes de vie actuelles, de par notre façon de manger, de par la sédentarité, nous assistons à un véritable rajeunissement de l'athérosclérose. Et il faut savoir que depuis l'avènement de ces UNV, la mortalité a sensiblement diminué ces dernières années. Alors, c'est un problème majeur de santé publique. C'est la première cause de handicap physique, deuxième cause de démence, troisième cause de mortalité. Et l'athérosclérose en est la principale cause.
Et la prise en charge devrait être donc beaucoup plus globale en fonction de cette athérosclérose, en fonction de ce problème vasculaire important. Alors, quelques chiffres, il y a plus de 140 000 personnes qui sont touchées chaque année dans le monde, en Europe, et 12 millions dans le monde, 20% des personnes atteintes d'AVC en moins de 20 ans. L'incidence a pratiquement triplé de 2005 à 2030 et la mortalité a pratiquement doublé. En Algérie, on a 40 000 à 60 000 cas annuellement et l'incidence a quadruplé en 25 ans et 26% des décès enregistrés chaque année sont dus aux AVC. C'est 4 à 5 fois plus que les accidents de circulation et on sait combien les accidents de circulation sont cause de mortalité chez nous. Alors, on ne peut pas parler d'épidémiologie si on ne parle pas de facteurs de risque. Vous savez que dans les AVC, les facteurs de risque vasculaires sont les éléments les plus, si vous voulez, c'est les criminels, c'est bien ces facteurs de risque vasculaires qui sont l'hypertension artérielle que tout le monde connaît, le tabagisme, le diabète, l'obésité, la sédentarité, mais également tous les problèmes et les maladies cardiaques comme la CFA. Alors, ces facteurs de risque comme l'HTA peuvent être à cheval entre les deux types d'AVC, mais par contre, il y en a qui sont beaucoup plus spécifiques d'un AVC que d'un autre, comme par exemple le tabac, la dyslipidémie, le diabète dans les ischémiques et les anomalies de paroi vasculaire et les troubles de l'hémostase dans l'hémorragique. Alors, rapidement, un petit rappel anatomique pour pouvoir comprendre la suite et, si vous voulez, les différents symptômes qui surviennent lorsqu'une artère est touchée, qu'on comprenne pourquoi on a ces symptômes-là et pas d'autres. Il faut savoir que la cartographie fonctionnelle du cerveau, elle est très particulière. Elle n'est pas, il y a plusieurs lobes. C'est vrai qu'il y a le lobe frontal, pariétal, occipital et temporal, mais chaque lobe n'est pas cantonné à une fonction X particulière, mais il peut être à cheval sur deux fonctions. Par exemple, ce que vous voyez au niveau du lobe frontal, c'est les aires 1 et 2. L'aire préfrontale qui, elle est plutôt responsable de l'élaboration des pensées, de la planification des mouvements, mais juste à côté, toujours dans le même lobe, il y a l'aire motrice, la numéro 2, qui, elle, va contrôler plutôt le mouvement. Après, vous avez au niveau du lobe pariétal les aires sensorielles qui perçoivent plutôt les sensations, le toucher, la température, etc. Et au niveau du lobe occipital, vous avez la fameuse aire visuelle qui, elle, détecte les signaux visuels. Par contre, au niveau temporal, nous avons trois aires différentes. Nous avons une aire auditive, nous avons l'aire de Wernicke, donc pour comprendre le sens des phrases, mais également l'aire de la mémoire à court terme qui, elle, permet d'intégrer toutes les informations que l'on voit et qu'on entend pour essayer de mémoriser les choses récentes et puis essayer de les transférer vers le préfrontal en passant par le circuit de Papez. Et c'est le fameux circuit qui intervient dans le cycle de la mémoire. Alors, avant de vous parler de la vascularisation des différents lobes, je vais vous parler de circulation. Nous sommes dans les AVC, donc nous devons faire un petit rappel sur la circulation cérébrale. Vous savez que la vascularisation cérébrale est divisée en deux parties, la partie antérieure et la partie postérieure. La partie antérieure qui dépend du système carotidien, de l'artère carotide, d'où sort, comme je vous le montre ici, d'où sort l'artère cérébrale moyenne, qui est la principale artère qui vascularise le cerveau, l'artère sylvienne, et à partir de laquelle vous aurez l'artère cérébrale antérieure. Donc, c'est le système de la circulation antérieure. Après, au niveau vertébro-basilaire ou circulation postérieure, ce sont les deux artères vertébrales qui vont se rencontrer pour former ce gros tronc artériel qu'on appelle le tronc basilaire, à partir duquel sortent plusieurs artères et artérioles qui vont vasculariser cervelet et tronc cérébral, et au bout duquel il se divise en deux parties qui sont les deux artères cérébrales postérieures. Ces deux circulations, l'antérieure et la postérieure, communiquent entre elles par la communicante postérieure et forment ce qu'on appelle le polygone de Willis. Vous voyez ici une artériographie d'un système carotidien avec les deux artères sylviennes, ici, j'ai un sujet normal bien sûr, et là vous avez le système vertébro-basilaire avec les deux artères vertébrales qui se rencontrent au niveau du tronc basilaire, qui se divisent à la fin en artère cérébrale postérieure. Alors, il faut savoir que chaque artère va vasculariser une partie du cerveau. C'est ce qu'on appelle les territoires vasculaires cérébraux et qui nous permet de faire des corrélations anatomo-cliniques. Là, je m'explique un peu de façon générale. Vous voyez à gauche ici l'artère cérébrale antérieure. C'est tout ce qui est en jaune. Elle va vasculariser des territoires superficiels du lobe frontal et un petit peu du lobe temporal. Et puis, en territoire interne, elle va concerner plutôt le corps calleux, la tête du noyau codé et la capsule interne. L'artère cérébrale moyenne qui est en vert, donc elle va concerner des territoires superficiels particuliers qui sont le lobe frontal, le lobe pariétal et temporal.
Et en territoire profond, ça sera la capsule externe et interne, mais également le putamen, certains noyaux gris centraux. Par contre, l'artère cérébrale postérieure, elle va vasculariser en territoire superficiel, par exemple, le lobe temporal et le lobe occipital. Et en territoire profond, elle va concerner le thalamus, les pédoncules cérébraux, les plexus choroïdes et l'hippocampe, c'est-à-dire les zones temporales internes. Donc, vous voyez qu'à chaque artère, nous avons un territoire vasculaire particulier et qui permettra plus tard, quand on aura des problèmes ou des symptômes liés à un AVC, de savoir quelle artère est touchée, surtout dans les AVC ischémique. Alors, ce schéma nous permet un peu en coupe transversale, lorsqu'on regarde un scanner ou une IRM, de diviser les différents territoires, sauf que ces flèches ne sont pas bien schématisées. Donc, en fait, on devrait suivre les cornes frontales et occipitales des ventricules latéraux et on va diviser un peu notre cerveau en 3 parties, avec cette partie-là qui est donc vascularisée par l'artère cérébrale antérieure, la partie moyenne par l'artère cérébrale moyenne ou cilienne, et puis la partie inférieure par l'artère cérébrale postérieure. Alors, juste quelques mots de physiopathe, mais avant, il faut savoir, je ne vous demande pas de retenir ces chiffres, mais il faut savoir que le cerveau ne stocke pas de glucose ni d'oxygène, il n'y en a pas. Et du fait, quand ces deux molécules arrivent à manquer, nous allons carrément assister à une perte de connaissance presque immédiate. De ce fait, c'est pour ça que l'AVC va poser problème, notamment l'AVC ischémique, de par la diminution de l'apport en glucose et en oxygène. Alors, sur le plan physiopathe, et là, je parle de l'AVC ischémique, les 3 principaux mécanismes, c'est soit la thrombose qui obstrue le flux sanguin au sein d'une artère, soit au contraire une embolie par l'obstruction du flux sanguin d'une artère, mais un caillot qui provient d'ailleurs, d'un peu plus loin, ou bien une hypoperfusion par bas débit ou manque de circulation sanguine générale. Alors, ce schéma, je pense que vous avez dû peut-être tous le rencontrer. En cas d'infarctus, lorsqu'on a l'obstruction d'une artère, ici c'est l'artère sylvienne, on va avoir un déficit focal, c'est clair. Et il va s'installer une zone, la zone rouge, c'est la zone d'infarctus où les cellules nerveuses vont mourir, où les cellules nerveuses sont complètement mortes. Et du coup, c'est des cellules que l'on ne peut pas récupérer. Mais heureusement qu'il y a un phénomène d'adaptation et tout autour, il y a ce qu'on appelle la zone de pénombre, c'est la zone que vous voyez en jaune ici, puis tout ce qui est en bleu, c'est de l'œdème, c'est l'oligémie. Et cette zone de pénombre est caractérisée par des neurones qui sont encore viables, c'est-à-dire c'est des neurones qui sont responsables du déficit que vous observez, ils participent au déficit que vous observez, mais ils sont potentiellement viables, donc qu'on peut récupérer. Et lorsqu'on avance dans le temps, au fil du temps qu'on avance, nous aurons une diminution du volume de cette zone de pénombre et une augmentation du volume de l'infarctus jusqu'à une limite où que l'on peut plus récupérer. Alors, il y a des facteurs qui vont aggraver cette zone de pénombre et vont permettre sa progression vite ou rapide en infarctus, comme l'hypotension ou au contraire l'hypertension artérielle, comme l'hyperthermie, l'œdème cérébral, l'hyperglycémie et l'hypoxémie. Donc, ce sont des éléments qui vont aggraver ou accélérer l'évolution de la zone de pénombre en infarctus. Alors, ce schéma aussi permet surtout de comprendre pourquoi, dans cet intervalle de temps, nous avons une fenêtre d'opportunité thérapeutique. C'est là où intervient le RTPA, parce que cette zone de pénombre, avec le temps, elle va se transformer en nécrose irréversible, sauf si le débit sanguin est restauré dans un très court délai. Alors, cette zone de pénombre et la paralysie vont régresser. Et tant qu'on agit vite, tant qu'on récupérera un maximum de neurones, c'est pour ça qu'on dit « time is brain ». Alors, éviter l'extension, c'est empêcher la transformation de la pénombre en infarctus. Finalement, cette pénombre est définie comme une région qui participe au déficit clinique. Donc, l'infarcissement peut être évité par la recanalisation. Et c'est une zone qui est hypoperfusée, transitoirement viable et qui est la cible des thérapeutiques spécifiques dans les infarctus. Vous voyez que tant qu'on avance dans le temps, tant que le pourcentage de neurones que l'on pourrait récupérer ou le volume de neurones que l'on pourrait récupérer diminue. Et lorsqu'on arrive à 4h30, nous avons à peu près 20 à 25% seulement de neurones à récupérer. Et au-delà, ça risque d'être difficile d'obtenir un gain fonctionnel après traitement. Alors, les facteurs de risque et les étiologies des accidents ischémiques cérébraux, je vous ai dit que c'est l'athérosclérose qui est incriminée en premier, c'est 30% de l'ensemble des infarctus.
et lorsque la sténose est supérieure à 50% d'une artère en amont ou la fragmentation d'un thrombus, ça aboutit à un infarctus. Autre cause d'accident ischémique cérébraux, c'est les cardiopathies emboligènes, c'est à peu près 20% des infarctus, et notamment la fibrillation auriculaire qui est retrouvée dans 50% des cas et qui est à risque embolique élevé, d'autant plus que le patient est âgé, qu'il y a une HTA, une insuffisance cardiaque ou une dilatation de l'oreillette gauche. Et sur ce schéma, on voit les différentes étiologies des AVC ischémiques avec l'athérosclérose et les embolies d'origine cardiaque, mais nous avons également ce qu'on appelle les fameux syndromes lacunaires. Donc, ce sont des petits infarctus qui sont dus à l'obstruction de petites artérioles perforantes profondes généralement. Souvent, ils passent inaperçus, mais parfois, ils peuvent donner des symptômes focaux et ils sont plus incriminés dans la survenue d'un syndrome démentiel par la suite, essentiellement. C'est ce qu'on appelle le syndrome lacunaire. Les autres causes très rares, ça peut être les dissections des artères cervicales, les artériopathies non athéromateuses, etc. Et puis 30% des cas, ce sont on ne trouve pas de cause, notamment chez le sujet jeune. Alors, si on doit faire le bilan de la cause de l'AVC ischémique, on va rechercher cette atteinte vasculaire, cette athérosclérose, notamment dans les grosses artères en faisant un écho-doppler artériel, une angio-IRM, un angioscan ou même une artériographie, parce que cette athérosclérose est le facteur de risque majeur de survenue d'un AVC, mais on pourra rechercher également des dissections artérielles qui est responsable de 20% des AVC du sujet jeune. Autre cause, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai anticipé, c'est l'atteinte cardiaque. Il faudra faire un ECG ou un Holter-ECG à la recherche d'une ACFA, d'une fibrillation auriculaire. Quand on la cherche, on la trouve. Et il faudra donc un petit peu s'acharner avec les cardiologues pour qu'ils aillent vraiment insister sur le Holter. Ils peuvent même prolonger le Holter à 48 heures pour essayer de rechercher cette fibrillation auriculaire. Alors, on en arrive à la clinique. Donc, évoquer un AVC ischémique toujours s'il y a un début brutal avec l'installation des troubles en moyenne en moins de 2 minutes. Il faudra donc cliniquement rechercher un déficit neurologique focal et brutal. Déficit focal par atteinte d'une partie, qui veut dire une atteinte d'une partie précise du cerveau. Il est responsable de signes neurologiques qui s'installent de façon brutale. Ils sont d'emblée maximum et correspondent à un territoire artériel. Bien sûr, on parlera de territoire vasculaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je vais le redire encore pour les AVC ischémiques. Par exemple, on dira un AVC dans le territoire sylvien, un AVC dans le territoire de la cérébrale antérieure, et puis on parlera de localisation anatomique pour les hémorragies. Nous parlerons de hémorragie frontale, occipitale ou bien profonde. Alors, quand est-ce qu'on pense à un AVC? Je vous ai mis un petit peu les spots que l'on peut rencontrer dans le monde, même en Algérie, donc un petit peu là où il y a des UNV, des spots ont été faits pour un petit peu sensibiliser la population générale. Et les principaux signes d'alerte sont retrouvés sur ces spots, comme la faiblesse ou l'engourdissement uni ou bilatéral d'un hémicorps, des troubles de l'élocution, de l'expression, de la compréhension, d'une perte de l'équilibre, d'une instabilité de la marche ou des chutes inexpliquées, en particulier en association avec l'un des symptômes qui précèdent. Une céphalée sévère nous fait penser à un AVC hémorragique, soudaine, inhabituelle. Une diminution ou une perte de la vision également, ou bien une hémianopsie, c'est-à-dire des troubles du champ visuel ou une cécité monoculaire, nous font penser également à des AVC ischémiques. Et tous ces troubles, bien sûr, doivent survenir de façon brutale. Ces différentes combinaisons de signes cliniques vont définir ce qu'on appelle les syndromes neurovasculaires, qui correspondent à un territoire artériel bien délimité que je vais détailler. Alors, l'anamnèse va rechercher surtout l'heure et le contexte de survenue. Est-ce que c'est arrivé le matin ou plutôt la nuit? Est-ce que c'était au repos ou après un effort ou un stress? Le type de déficit initiaux et les révolutions, les signes associés, est-ce qu'il y a eu des vomissements ou des céphalées ou des vertiges? Et là, ça ne nous évoque pas un AVC ischémique. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qui nous évoque l'ischémique, qu'est-ce qui nous évoque l'hémorragique. Et puis, rechercher minutieusement les différents facteurs de risque d'AVC. Alors, quand est-ce qu'on suspecte un accident ischémique cérébral? Quels sont les signes suggestifs? D'abord, c'est les troubles du langage, avec l'incapacité à parler, un discours incompréhensif. Ça, c'est un signe en faveur. On en a parlé, il y a 2 diapos de cela. Ou bien la paralysie du visage, la déviation de la bouche, la paralysie d'un bras, un trouble visuel, une perte de vision, un engourdissement d'un hémicorps. Et parfois, quand tous ces signes sont régressifs, nous parlerons d'accident ischémique transitoire que je vais détailler un petit peu plus tard. Les drapeaux rouges contre l'accident ischémique cérébral, c'est les céphalées, les syndromes d'HIC, un syndrome méningé, une crise d'épilepsie et des signes bilatéraux. Et surtout l'absence de systématisation vasculaire. Donc tous ces éléments-là nous orienteraient vers
l'AVC hémorragique ou bien vers une thrombose veineuse ou autre, mais pas vers un AVC ischémique. Alors, l'AVC, ça dépendra de l'hémisphère dominant. Vous savez que l'hémisphère gauche, qui est le plus souvent l'hémisphère dominant chez 97% de la population, et on aura des signes en fonction de l'atteinte de l'un ou de l'autre. Donc, quand on a une atteinte de l'hémisphère gauche, ce sera une hémiplégie droite, avec des troubles du langage, un type d'aphasie ou de dysarthrie, des troubles de l'organisation gestuelle, une hémie anopsilatérale homonyme droite et des troubles sensitifs. L'hémisphère droit, ce sera une hémiplégie gauche, bien sûr, une hémiasomatognosie, c'est-à-dire il va négliger son hémicorps. Et comment on va dépister cela? On va cacher les yeux du patient et demander au patient d'aller prendre son autre main, mais on va mettre notre main à sa place. Donc, la main de l'examinateur, il va la prendre pour la sienne. Une hémie anopsilatérale homonyme gauche, une négligence visio-spatiale et des troubles sensitifs. Alors, je vous ai dit que dans la clinique, je vais insister un petit peu sur les syndromes neurovasculaires en territoire carotidien, cérébral antérieur, cérébral postérieur et vertébro-basilaire. Je veux dire tronc basilaire essentiellement parce que la cérébrale postérieure est dans le territoire vertébro-basilaire. Alors, les infarctus du territoire carotidien, c'est les plus fréquents. Il faut savoir que l'artère sylvienne est la plus touchée, c'est 70% des AVC. Le mécanisme est essentiellement embolique dans 55% des cas, avec 30% d'origine artério-artérielle et 25% d'origine cardiaque. On en distingue deux types. Selon que l'occlusion est proximale, on aura dans ce cas un infarctus total, puisque toute l'artère est bouchée. Et selon qu'on avance dans les branches de division, on aura des infarctus partiels et de moindre gravité, si je puis dire. Alors, l'infarctus total, il se manifestera par un déficit moteur proportionnel, à la fois la face, le bras et le membre inférieur. Il est massif et flasque, avec une hypoesthésie ou une anesthésie à tous les modes. Une aphasie motrice associée, donc ce sera le déficit moteur, le déficit sensitif, l'aphasie et les troubles de la vigilance quand il est vraiment massif. Le taux de mortalité est élevé, jusqu'à 80% s'il est massif et œdémateux, parce qu'il y a un risque d'engagement. Le superficiel, lui, il concernera une partie du cerveau et il sera plus cortical et du coup, nous aurons une hémiplégie à prédominance brachiofaciale associée à des troubles sensitifs ou une anesthésie du même côté, mais ce n'est pas obligatoire. Et comme ça touche les ondes du langage, nous aurons une aphasie motrice, c'est-à-dire une difficulté d'émettre des sons alors qu'il vous comprend très bien. La cérébrale antérieure, qui représente 3% des AVC, c'est très rare, j'en ai jamais vu. C'est moins de 10% des infarctus carotidiens et le mécanisme est embolique dans plus de 10% des cas. Donc, ça donne une hémiparésie à prédominance crurale. Donc, c'est essentiellement le membre inférieur qui est touché. On peut avoir un déficit brachial associé, des troubles sensitifs également au membre inférieur et un syndrome frontal. On est dans les structures antérieures. Donc, vous allez avoir des signes de désinhibition avec tendance euphorique ou apathie. Des manifestations confusionnelles également sont rapportées, avec notamment une héminégligence motrice et spatiale. Nous passons au territoire vertébro-basilaire, ça c'était le territoire carotidien. Le territoire vertébro-basilaire, je vous ai dit, c'est essentiellement le tronc cérébral, le cervelet, et c'était des petits infarctus, car il y aura fragmentation d'un embole au niveau du tronc basilaire, et du coup, ça va rentrer dans les petites artérioles à droite et à gauche et donner des petits infarctus multiples. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, au niveau du tronc cérébral, nous aurons essentiellement ce qu'on appelle les syndromes alternes, qui sont caractérisés par l'atteinte d'une paire crânienne homolatérale à la lésion et un déficit des voies longues, donc des voies longues ascendantes ou descendantes contralatérales à la lésion, un syndrome pyramidal, un syndrome cérébelleux, une atteinte sensitive, etc. Par exemple, dans les pédoncules, nous aurons essentiellement le syndrome de Weber, qui est caractérisé par une paralysie de la troisième paire, donc une ophtalmoplégie, et un déficit sensitivo-moteur contralatéral. Le tronc basilaire, lui, je vous ai dit que c'est une grosse artère, le tronc basilaire, et quand ça s'obstrue, tout le tronc cérébral, le cervelet, etc., vont en souffrir. Et du coup, donc, vous savez que les centres de vigilance se trouvent également, la réticulée se trouve également au niveau du tronc cérébral, et vous aurez ce qu'on appelle le fameux locked-in syndrome, donc quelque chose de fermé, et qui va se manifester par une tétraplégie, un mutisme, une paralysie de la face, du pharynx et de la mastication, et une paralysie de l'horizontalité du regard. Il ne persistera que des mouvements des paupières et de la verticalité du regard, parce que la personne est consciente et elle peut communiquer avec vous justement en faisant un code avec ces mouvements-là.
La cérébrale postérieure, elle, vu qu'elle va plutôt vers les zones occipitales, nous donnera plus des troubles visuels, tels qu'une hémianopsie latérale homonyme, une quadranopsie. Et si les lésions sont bilatérales, nous l'appellerons cécité corticale, parce qu'en fait, le patient ne voit pas, mais ce n'est pas un problème oculaire, c'est un problème central. Nous pouvons avoir des hallucinations visuelles également et une agnosie des objets et des couleurs. Alors, si on doit se résumer, dans le territoire carotidien, au niveau de la cérébrale moyenne, sur le plan superficiel, vous aurez essentiellement une hémiparésie brachiofaciale, une aphasie si ça touche l'hémisphère dominant et une héminégligence si ça touche l'hémisphère mineur. Et en territoire profond, nous aurons essentiellement un déficit qui est proportionnel parce que tout le faisceau pyramidal va passer au niveau de la capsule interne. La cérébrale antérieure, on aura une hémiparésie à prédominance crurale et un syndrome frontal. Au niveau vertébro-basilaire, la cérébrale postérieure, vu que c'est la vision, ce sera plutôt l'hémianopsie latérale homonyme, donc les troubles du champ visuel. Le cérébelleux, quand il est touché, le cervelet, quand il est touché, ce sera des syndromes cérébelleux et des vertiges. Et puis le tronc cérébral, c'est les fameux syndromes alternes. Alors, ne pas oublier, juste 2 mots sur l'accident ischémique transitoire, qui était défini avant jusqu'en 2004. Il était défini comme un déficit neurologique ou oculaire d'origine ischémique, mais qui dure moins de 24 heures. Et depuis 2004, sa durée a été réduite à 1 heure. Donc, ce sont c'est exactement les mêmes signes et symptômes d'un AVC constitué, mais qui régressent en moins d'1 heure. Il n'y a pas de preuve d'infarctus à l'imagerie, c'est-à-dire si on fait une imagerie, on ne trouve rien. Mais je vous ai mis en rouge, c'est une urgence neurologique, parce qu'un AIT, malgré que ça régresse, ça reste un signal d'alarme. Ça reste un risque de développer un jour un accident ischémique constitué. Alors, quels sont les signes qui n'évoquent pas un AIT? Parce que souvent, on a tendance à penser que ce sont des accidents ischémiques transitoires. Il faut bien interroger le patient. Alors, quand on a des signes, s'ils surviennent de façon isolée, comme un vertige rotatoire, une diplopie isolée, des troubles de la déglutition, une perte d'équilibre, des troubles sensitifs, mais qui sont isolés, ce ne sont pas des AIT. Et d'autres qui n'évoquent pas du tout l'AIT en toutes circonstances, tels qu'un étourdissement, une faiblesse généralisée, une confusion, une baisse de vigilance, etc. Ce sont des éléments qui ne sont pas en faveur de l'accident ischémique transitoire. Donc, il faut savoir bien interroger pour essayer de rechercher des signes et symptômes comme un AVC constitué, mais qui ont finalement régressé. Alors, la relation AIT-AVC constitué, les causes sont les mêmes. 30% des AIC sont précédés d'AIT. 25% ayant tué un AIT vont avoir un accident ischémique constitué dans les 5 ans qui suivent, surtout au cours des premiers mois. Ça veut dire que ce qu'on appelle l'AIT, on l'appelle véritable syndrome de menace cérébrale. Ça veut dire qu'il n'augure pas quelque chose de bien quand il arrive. C'est vrai que ça régresse, mais ça veut dire, faites attention, ce patient-là va peut-être faire un accident ischémique constitué. Alors, j'arrive au vif du sujet de la prise en charge d'un AVC ischémique. Nous laisserons l'hémorragique à la fin. D'abord, je parlerai de préhospitalier parce que je vous ai dit maintenant, nous avons des structures spécialisées dans la prise en charge des AVC qui sont les UNV, les unités neurovasculaires, et ces UNV nécessitent bien sûr au préalable ou en amont une filière de soins qui doit être préparée, chose qui n'est pas toujours facile. Et cette filière de soins en amont, on passe d'abord par l'éducation de la population, leur expliquer quels sont les signes et symptômes, les spots publicitaires, les médias lourds, etc. Et puis, la sensibilisation des patients par leurs médecins traitants, leurs cardiologues, leurs diabétologues, leurs internistes, leurs généralistes, le médecin de famille. Tous ces médecins-là doivent savoir sensibiliser les patients sur les signes et symptômes afin de leur dire, voilà, vous avez une UNV pas loin de chez vous peut-être, et si vous avez ces symptômes-là, il faut vous diriger le plus vite possible avant. Donc, en préhospitalier, par contre, si vous êtes en face d'un patient qui fait chez lui un AVC devant vous, il faudra essayer d'aider un petit peu, si vous l'emmenez, surtout si vous devez l'emmener dans une UNV, d'accélérer les choses pour ne pas perdre de temps. La première partie de l'interrogatoire, ça va être recueillir les antécédents et les différents traitements qu'il prend. Donc, dans les antécédents, on recherchera les facteurs de risque cardiovasculaire ou bien d'AVC ischémique ou hémorragique. Est-ce qu'il a fait une hémorragie ou est-ce qu'il a eu une hémorragie ou une chirurgie récente, ce qui constitue une contre-indication à la thrombolyse? Est-ce qu'il a un pacemaker, par exemple, si vous deviez faire une IRM? Est-ce qu'il a des troubles cognitifs? Quel est son état d'autonomie actuelle? Ce sont toutes les questions que vous devez poser au patient s'il arrive à répondre, s'il n'est pas aphasique, s'il n'a pas des troubles de la conscience, ou bien à l'entourage ou à l'aidant qui se trouve à côté de lui. Rechercher les traitements en cours anticoagulants, surtout l'aspirine, antiagrégant, etc. Et si la famille est présente, demandez la dernière ordonnance de ce patient. Deuxième partie de l'interrogatoire, c'est l'anamnèse. Interrogez toujours le témoin présent lors du déficit.
donner la nature précise des symptômes, hémiplégie, paralysie faciale, est-ce qu'il a arrêté de parler, rechercher l'évolution, est-ce que ça s'aggrave, est-ce que c'est stable ou est-ce que ça a régressé. Évaluer l'heure du début des symptômes précises, l'heure d'appel, si vous voulez, au moment où on vous a appelé, si vous êtes au SAMU, ou l'heure à laquelle le patient a été vu bien pour la dernière fois, à quel moment il était bien. Et si c'est un AVC du réveil, demandez s'il s'est levé dans la nuit, si oui, à quelle heure, parce que souvent nous avons des AVC du réveil qui nous posent un problème pour les traiter en UNV. Donc, il faut dire à quelle heure il s'est levé et sinon, demandez l'heure du coucher. Bien sûr, l'enquête, comme vous l'aurez compris, est une enquête policière. Alors, en préhospitalier, dans l'idéal, si on pouvait, si nos médecins urgentistes vraiment pouvaient aller ramener le malade et dans ce cas, dans l'ambulance, faire une saturation, une fréquence cardiaque, une tension artérielle, le mettre en décubitus strict, faire parler le malade pour essayer de voir s'il a des troubles de la compréhension, une aphasie ou une dysarthrie, rechercher un déficit moteur ou sensitif ou une ataxie, une amputation du champ visuel. Et si suspicion d'AVC confirmée, le SAMU ou l'ambulance doit le conduire le plus vite possible à l'UNV la plus proche. Et que faire finalement devant des signes d'AVC? Vous savez que l'AVC, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Donc, on doit tout de suite poser le diagnostic. On va voir quels sont les outils que l'on doit avoir sous la main pour poser ce diagnostic et pour engager le traitement spécifique notamment. Donc, l'hospitalisation est nécessaire pour confirmer l'AVC sans type, pour faire le bilan de l'AVC, l'orienter vers une UNV et faire la surveillance de tous les éléments généraux et neurologiques, et notamment le traitement à la phase aiguë. Alors, confirmer la nature de l'AVC, c'est l'imagerie. Vous l'aurez compris que pour poser le diagnostic, parfois c'est difficile de faire la part des choses cliniquement entre un AVC ischémique et un AVC hémorragique, et c'est souvent l'imagerie qui va nous aider, que ce soit le scanner ou l'IRM, quand on a un IRM à disposition en urgence. Et c'est là que j'anticipe pour vous parler des aspects radiologiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la prise en charge thérapeutique, il faut savoir diagnostiquer et reconnaître radiologiquement un AVC. Là, c'est un scanner normal, c'est une coupe transversale où on voit la substance grise et la substance blanche, on voit les ventricules, on voit qu'il n'y a pas de signe d'engagement, les ventricules ne sont pas refoulés, la ligne médiane est en place, on devine un peu quelques noyaux gris ici et puis la capsule interne. Et là, ce sont deux scanners qui ne sont pas du tout normaux, ce sont des scanners qui montrent à gauche une hyperdensité spontanée qui est le témoin d'un hématome, qui est le témoin de la flotte, qui a du sang. Et puis à droite, vous voyez, c'est une hypodensité au contraire, donc c'est plus noir, et qui témoigne d'un AVC ischémique dans le territoire sylvien gauche. Et là, vous voyez que ça suit vraiment les flèches que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est le territoire de la sylvienne. Là, je vais vous parler juste des signes radiologiques précoces que l'on peut observer, que l'on doit savoir connaître pour essayer de mettre en évidence un AVC ischémique précocement, même si on n'a pas l'hypodensité que l'on attend, que l'on a vu ici. Par exemple, ici, si vous regardez bien, vous avez où les ventricules sont en place, la ligne médiane également. On devine un peu ici le noyau lenticulaire, il est bien. On voit ici, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une perte du ruban insulaire. Là, c'est le ruban insulaire droit qui est tout à fait, vous le voyez bien, mais ici, vous ne le voyez pas très bien. Et cette perte du ruban insulaire est un des signes précoces d'AVC ischémique. Et l'on voit ici, 33 heures après, regardez comment il a évolué l'infarctus. Donc, pour vous dire que c'est un malade qui n'a pas été thrombolysé et regardez l'évolution. Alors, juste avant de passer au deuxième signe radiologique précoce, je voulais vous montrer un petit peu comment savoir reconnaître les différents noyaux gris au scanner. Vous voyez, mais ce qui nous importe, c'est le noyau lenticulaire qui est là, le thalamus qui est là et la tête du noyau codé qui est ici. Et entre les deux, on a la capsule interne avec ses deux bras. Et ce qui nous importe, c'est le noyau lenticulaire. C'est lui qui a tendance à disparaître subtilement, radiologiquement, de façon précoce. Comme on voit ici, un homme de 54 ans qui a fait un arrêt subi de la parole et une parésie de l'hémicorps gauche. Et lorsqu'on regarde ici, déjà on voit le ruban insulaire qui est mieux dessiné qu'ici, hein, donc on a déjà un premier signe précoce. Et puis on a le noyau lenticulaire, on le voit ici, bien dessiné. Mais par contre,
Ici, il a une diminution subtile de la densité du noyau lenticulaire, du noyau lenticulaire, avec notamment même la perte des limites de la capsule interne et externe. Et de ce fait, ce sont des signes également précoces d'AVC ischémique. Autre signe également, c'est la perte de différenciation cortico-sous-corticale que l'on voit ici, parce que vous voyez ici la substance blanche et la substance grise. On voit la différence un peu nettement. Vous voyez par exemple ici, la différence, elle est nette ici. Mais par contre, si vous deviez comparer ici, vous ne voyez pas vraiment la différence. Et cette perte de différenciation entre les deux est un autre signe précoce d'ischémie. L'effacement des sillons également est un autre signe d'ischémie, comme vous le voyez ici. Donc, ce qu'il faut retenir, quels sont les signes d'ischémie précoce? C'est la perte de différenciation substance blanche, substance grise, la perte du ruban insulaire, l'effacement du noyau lenticulaire, l'effacement des sillons. Après, vous pouvez avoir d'autres signes, je ne vous ai pas montré l'imagerie, tels que l'effet de masse et l'œdème qui peuvent refouler les ventricules, et une hypodensité précoce que l'on peut voir déjà d'emblée. Donc ça, c'était les aspects au scanner. J'ai détaillé le scanner parce que nous n'avons que cela en urgence pour les AVC ischémiques. Je n'ai pas trop insisté sur l'IRM à cause de ça. Alors, sur le plan thérapeutique, d'abord, quand le patient arrive à l'UNV, quand on a une INV, mais ça commence à fleurir un peu partout en Algérie, la prise en charge doit se faire tout de suite parce qu'on a remarqué que ces patients-là avaient une réduction de la mortalité à 1 an par rapport à d'autres qui ne passent pas par l'UNV, même s'ils ne sont pas trombolysés, hein, et que le pronostic fonctionnel était nettement amélioré chez ces patients-là. Et de ce fait, nous devons, quand le patient arrive, il faut d'abord bien accueillir, il faut qu'il y ait une cellule d'accueil qui permet déjà d'orienter le patient rapidement des urgences vers l'UNV quand c'est un hôpital avec de grandes urgences ou que les urgences sont mélangées. Et là, on va essayer de conditionner le patient. On va prendre la pression artérielle aux 2 bras, on fait des petits gestes rapides, une glycémie capillaire, on prend la fréquence cardiaque, on fait un ECG, la température et on met une voie veineuse. Après, le patient est examiné sommairement, on fait le score Nice, je vais vous en parler par la suite. On remplit la fiche patient. Tout UNV doit avoir une fiche patient avec toutes les informations concernant ce patient, nom, prénom, âge, heure de début du déficit, heure d'arrivée, les antécédents d'infarctus ou d'IDM et d'infarctus récents et les prises médicamenteuses récentes. On pratique un ECG, on recherche des éléments d'ischémie à l'ECG, une ACFA également, et puis on va prélever pour les bilans. On envoie et on laisse la voie d'abord. On achemine les bilans, il faut les acheminer en moins de 20 minutes maximum et on transfère rapidement au scanner. Le scanner, on a vu ce qu'on a vu et on réévalue le malade à la sortie du scanner. On refait le score Nice. Alors, le score Nice, lui, il est basé sur 42 points ou 42 items qui vont un petit peu explorer tous les éléments qui peuvent être atteints du système nerveux central, notamment l'état de conscience, le déficit d'un membre supérieur gauche ou droit, d'un membre inférieur gauche ou droit, est-ce qu'il y a une dysarthrie, les troubles du langage, etc. Et vous allez coter. En fait, vous avez même des applications sur Play Store que vous pouvez télécharger carrément le score Nice et vous pouvez directement en face du malade cocher et directement sur les questions que vous lui posez ou que vous lui faites faire et vous aurez votre score à la fin. C'est très rapide. Alors, le Nice, c'est un score simple, rapide et reproductible de 0 à 42 points. Il évalue la gravité initiale des patients. C'est le score qui nous permet de thromboliser, en fait. C'est un score d'évaluation fonctionnelle. L'AVC sera considéré comme mineur si le score est entre 1 et 4. Il sera considéré comme modéré si le score est entre 5 et 15. Et il sera considéré comme sévère s'il est supérieur à 15. Voilà. Alors, le monitoring, bien sûr, avant de parler de thrombolyse, il faut savoir mettre en condition le malade. Je vous ai dit, on va monitorer de façon continue la fréquence cardiaque, respiratoire et la saturation en oxygène et de façon un peu moins continue la pression artérielle, la glycémie, le niveau de vigilance et l'examen neurologique avec justement le Nice. Alors, juste quelques mots sur certains éléments à monitorer comme la fonction pulmonaire. L'état des connaissances actuelles, ce sont les recommandations de l'OMS, c'est qu'une bonne oxygénation est requise. On peut améliorer la teneur sanguine en oxygène en administrant au moins 2 litres d'oxygène par minute. Le risque d'inhalation est présent pour les patients décubitus, attention, et une hypoventilation peut résulter des troubles du rythme respiratoire. Donc, il faut faire attention de bien surveiller la fonction pulmonaire. La pression artérielle, l'état des connaissances actuelles, c'est que cette pression est élevée chez la plupart des patients à la phase aiguë.
Vous ne trouverez jamais un AVC qui vient à la phase aiguë sans qu'il y ait un pic hypertensif associé. Après, cette tension, il faut savoir la monitorer, il faut savoir la gérer. Elle va généralement, spontanément, elle chute dans les premiers jours, mais en aigu, il faudra faire quelque chose. Le flux sanguin au niveau de cette zone de pénombre tissulaire va dépendre de cette pression artérielle moyenne. Aucune étude randomisée actuellement n'a une puissance statistique significative qui permet de guider la prise en charge de la tension artérielle. Néanmoins, nous avons les recommandations de l'ESO, de l'Organisation européenne des AVC, et depuis qui reste d'actualité, qui nous disent qu'il nous faut réduire la pression artérielle que lorsqu'elle dépasse les 22,12 dans les conditions de non-thrombolyse. Dans la thrombolyse, c'est 18,5, 11. Donc, il faut respecter jusqu'à 22,12 pour la réduire de façon très prudente. Le glucose, une hyperglycémie est souvent présente en phase aiguë et elle peut majorer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la taille de l'infarctus, donc diminuer la taille de la pénombre, accélérer la diminution du volume de la taille de la pénombre et donc rendre péjoratif le pronostic fonctionnel ultérieur. Les hypoglycémies peuvent simuler un infarctus cérébral aigu, attention, donc on en a vu, il faut toujours prendre une glycémie avant. Et on peut utiliser des perfusions glucosées qui contiennent du potassium et de l'insuline en cas d'hyperglycémie moyenne à modérée. Mais ça n'a pas prouvé vraiment qu'une amélioration du pronostic. Il est plus pratique de traiter l'hyperglycémie si elle dépasse les 10 millimoles par litre. Alors, la température, la fièvre est associée à un plus mauvais pronostic neurologique après un AVC. En situation expérimentale, cette fièvre va majorer la taille de l'infarctus et beaucoup de patients avec un AVC aigu vont développer une infection fébrile et il est donc de pratique courante de traiter cette fièvre lorsqu'elle dépasse les 37,5. Alors, ce tableau résume un petit peu tout ce que je viens de dire, tout ce qu'il faut monitorer. Par exemple, la pression artérielle doit être contrôlée de façon chaque heure durant les 48 premières heures et on ne la diminue, comme je l'ai dit tout à l'heure, que si elle atteint les 22,12 en condition de non-thrombolyse et 18,5, 11 en condition de thrombolyse. L'hyperglycémie doit être mesurée, la glycémie doit être mesurée toutes les 8 heures si le patient est au soin intermédiaire et toutes les 2 heures s'il est en soin intensif. On traite si elle dépasse les 10 millimoles par litre. Et la température doit être mesurée systématiquement toutes les 8 heures. On la traite si elle est supérieure à 37,5. La saturation en oxygène doit être mesurée systématiquement au moins toutes les 8 heures. Et auquel cas, il faudra donner un peu d'oxygène, 2, 4 à 6 litres par minute. On doit hydrater. Faites attention aux troubles de la déglutition. Il faut toujours faire un test de déglutition aux patients et si nécessaire, mettre une sonde nasogastrique. Les troubles respiratoires, il faut faire attention également. Il faut faire une évaluation clinique et paraclinique. Attention aux troubles de la vigilance parce qu'ils peuvent inhaler. Et attention aux troubles cardiaques. Un ECG à l'admission est obligatoire. Et si on peut monitorer, ce serait tant mieux. Alors du coup, on a vérifié sur le plan général que le patient allait bien, on a stabilisé sa tension, sa température, sa glycémie, et on se décide est-ce qu'on thrombolyse ou pas. Et là, si les conditions sont requises, si ça fait moins de 4h30, si on est dans les bons délais, si l'imagerie s'y prête, si le scanner s'y prête, alors l'âge moins de 80 ans n'est plus une contre-indication formelle. Donc, vous pouvez thrombolyser à n'importe quel âge, bien sûr pas les enfants. On va en parler. Et quelles sont les conditions pour lesquelles on peut thrombolyser après 80 ans? Quelles sont les précautions à prendre chez les plus de 80 ans? Donc, ce traitement à la phase aiguë fait appel à un médicament qu'on appelle le RTPA qui permet donc la recanalisation des artères occluses après la constitution de lésions, avant la constitution de lésions irréversibles. Et l'objectif de la fibrinolyse, c'est finalement, quand on voit ici, essayer toujours si vous voulez, de préserver cette zone de pénombre. Et si on pouvait faire un scanner de perfusion, on n'en a pas aux urgences, ou bien une IRM, on pourrait calculer ce qu'on appelle le mismatch. Le mismatch, donc l'IRM de perfusion également, permet de nous donner le pourcentage de parenchyme, si vous voulez, qui est encore viable et qui nous donne vraiment une idée objective que ce patient est à thrombolyser ou pas. Le scanner de perfusion le peut également. Alors, le plus tôt possible, time is brain, il faut réaliser cette thrombolyse. Donc, comme je l'ai dit, avant 4h30. L'actilyse ou le RTPA, on le donne à raison de 0,9 mg par kilo, à 10% en bolus et le reste à la seringue électrique à faire passer en 1 heure avec un max de 90 mg. Il faut noter l'heure exacte de l'injection et bien sûr, tout traitement anticoagulant ou antithrombotique est à éviter dans les 24 heures qui suivent parce qu'il y a un risque quand même hémorragique.
Alors, quelles sont les limites de la thrombolyse qui peuvent être liées à au terrain? Comme je vous l'ai dit, l'âge de plus de 80 ans n'est plus une contre-indication. Il faut faire attention. Pourquoi? Parce que souvent, ils ont un score NIS plus élevé, un pronostic vital et fonctionnel plus péjoratif et un risque hémorragique plus important parce qu'ils ont des vaisseaux plus fragiles, plus âgés. Et les recommandations, c'est que les patients de plus de 80 ans ne constituent plus une contre-indication au RTPA dans les 3 premières heures. Donc, quand on est dans les 3 premières heures, on est à l'aise si, bien sûr, les autres conditions générales sont bonnes. Par contre, entre 3h et 4h30, on va vraiment gérer au cas par cas en fonction de l'état général du patient, en fonction du score NIS et en fonction du scanner. Alors, les enfants, on ne thrombolyse pas les enfants. Il existe très peu de données dans la littérature. Par contre, l'adolescent, il serait dit que les décisions de thrombolyse chez l'adolescent se rapprochent de celles de l'adulte. Alors, les femmes enceintes, y a-t-il un risque d'hémorragie intra-utérine ou risque tératogène? Risque tératogène, non, parce que le traitement thrombolytique, le RTPA, l'altéplase, il a un gros poids moléculaire, ne traverse pas la barrière placentaire et encore moins le risque d'hémorragie, mais en cas de risque de pronostic fonctionnel péjoratif, on pourrait thromboliser une femme enceinte en faisant très attention et en surveillant, bien sûr, de façon rapprochée avec les obstétriciens. Alors, les limites cardiaques, l'infarctus du myocarde, notamment l'infarctus récent, est une contre-indication dans les recommandations américaines, mais pas dans les recommandations européennes. Alors maintenant, il faudra gérer, parce que pour les Américains, il y a un risque de rupture cardiaque, d'hémopéricarde, de tamponnade. Il faudra vraiment gérer au cas par cas, en fonction du taux de troponine, en fonction de beaucoup d'éléments, pour pouvoir décider de thromboliser ou pas. Mais il y a eu pas mal de patients, notamment en Algérie, qui ont été thrombolisés. Ils faisaient un AVC ischémique et un infarctus en même temps, et ils ont bien récupéré. Alors, autre thérapeutique hormis la thrombolyse dans les infarctus, c'est la thrombectomie, qui est un traitement endovasculaire. On va carrément envoyer une sonde pour ramener le thrombus. Depuis 2015, il y a eu 5 études qui étaient positives, montrant le bénéfice d'une procédure de recanalisation mécanique et en complément d'une thrombolyse ou en cas de contre-indication à la thrombolyse, par exemple dans les infarctus très proximaux. Dans les gros infarctus, l'idéal, c'est la thrombolyse. Donc dans les occlusions de gros vaisseaux, les artères cérébrales moyennes en proximales, carotidosylviennes ou le tronc basilaire, un AVC ischémique de moins de 6 heures, donc le délai est plus allongé à 6 heures, un patient qui présente un déficit significatif avec un score NIS supérieur à 6, une lésion non étendue à l'imagerie et un centre disposant d'une équipe de neuroradiologie compétente. Ce sont les neuroradiologues qui font la thrombectomie et bien sûr le patient ne doit pas avoir de contre-indication à l'anesthésie générale parce que ça se fait sous AG. Alors, les conditions de réalisation de la thrombectomie, elle doit être réalisée dans un centre qui dispose d'une unité de soins intensifs de neurologie vasculaire, d'un centre de neurologie interventionnelle, neuroradiologie interventionnelle et de neuroradiologues entraînés et expérimentés. Actuellement, il n'y a que le centre, le CHU France Fanon à Blida qui dispose de la thrombectomie. Alors, je finis sur la prise en charge thérapeutique des AVC ischémiques pour passer à autre chose, avec cet arbre décisionnel que j'ai pris sur l'EMC, en fait. Lorsque vous avez un déficit focal vous êtes en face d'un infarctus, vous êtes dans les délais de 4h30 et que le patient est éligible à une thrombolyse intraveineuse, oui, on donne le RTPA et on surveille spécifiquement, comme je vous l'ai dit. Si on n'a pas les conditions de thrombolyse où c'est le délai est entre 4h30 et 6h, là, on se dit, est-ce qu'il y a une occlusion proximale? Est-ce que le patient est éligible à une thrombectomie? On voit les conditions de la thrombectomie et on propose là le traitement endovasculaire. Si c'est non, on va faire, ou que le délai dépasse les 6 heures, on va faire une prise en charge plutôt conventionnelle. Alors, les complications après un AVC ou même après la thrombolyse, ce sont l'aggravation au cours de la semaine qui suit, dans 25% des cas, c'est-à-dire une aggravation, on la définit s'il y a perte ou augmentation, d'au moins 4 points au score NIS. C'est-à-dire on n'a rien gagné, mais on a en plus aggravé son score. Donc, ça peut être précoce dans les 24 heures, au secondaire, une transformation hémorragique ou l'extension d'une ischémie. Ces aggravations peuvent être liées également aux complications du décubitus, d'ordre thromboembolique ou au SCAR, ou aux troubles de la déglutition, notamment les infections pulmonaires ou la dénutrition, avec un impact qui est important sur le pronostic fonctionnel et parfois même sur le pronostic vital. Par exemple, l'œdème cérébral, c'est 10% des cas, il va avoir un effet de masse important à l'origine d'une aggravation clinique. Il y a un risque d'engagement cérébral, surtout si c'est un infarctus du tronc cérébral. Vous savez que le tronc cérébral se situe dans une enceinte très petite et on ne peut pas avoir le droit d'avoir une hyperpression là-bas. Du coup, tout œdème là-bas n'est pas bon, il est péjoratif.
Le pic de fréquence se situe entre le 2e et le 5e jour. On peut donner du mannitol et on peut avoir recours à la chirurgie comme la craniectomie. Je vais vous montrer quelques images tout à l'heure. Et ce qui est important, bien sûr, en cas d'œdème cérébral, c'est de surveiller la vigilance, la motricité, l'oculomotricité et la motricité intrinsèque. Transformation hémorragique. Pratiquement tous les AVC ischémiques ont une transformation hémorragique spontanée ou après traitement thrombolique. Ils se transforment tous. Au cours des premiers jours, vous voyez 80% dans les 24 heures. C'est dû à, si vous voulez, un endothélium capillaire qui est altéré et du coup, c'est une extravasation de sang qui va aller dans ce parenchyme qui souffre, qui est dilacéré. Il y a une perméabilisation qui fait passer le sang facilement et du coup, tous les AVC vont avoir une hémorragie. Il n'est pas méchant, cette hémorragie n'est pas méchante si on n'a pas d'aggravation sur le score clinique, mais si ça dépasse 4 points, toujours du Nice, là, ça devient inquiétant, il faut faire attention et surveiller. Alors, il y a eu une classification radiologique de ces transformations hémorragiques. Ils les ont définies en infarctus hémorragique type 1 et 2 et en hémorragie parenchymateuse, donc beaucoup plus importante, type 1 et 2. Donc, l'infarctus hémorragique de type 1, c'est seulement des pétéchies autour de la zone d'infarctus, donc des toutes petites hémorragies. Dans le type 2, ces pétéchies vont confluer, mais ne vont pas exercer d'effet de masse. L'hémorragie parenchymateuse type 1 est une hémorragie qui occupe 30%, moins de 30% de la zone infarcie, avec un effet de masse modéré. Par contre, le type 2, elle va occuper plus du tiers de la zone infarcie, avec un effet de masse ou une hémorragie en dehors du territoire infarci. Et c'est la plus sérieuse. Alors, les autres complications, c'est l'extension du territoire ischémié, la récidive précoce, la réocclusion. Des crises d'épilepsie peuvent s'observer également lorsqu'il y a une transformation hémorragique, des accidents thromboemboliques et des escarres. Alors, ne pas oublier la prévention des récidives ischémiques précoces. Les recommandations de l'OMS, c'est donner de l'aspirine de 160 à 325 mg qui doivent être prescrites dans les 48 heures après un infarctus. Et si une thrombolyse est envisagée, il ne faut pas les donner dans les 24 heures qui suivent, je l'ai dit tout à l'heure. Après, d'autres agents antiplaquettaires comme les NACO, on va en parler, peuvent également être recommandés. Alors, quelques mots sur les infarctus sylviens malins. Donc, c'est les infarctus qui concernent le territoire superficiel et profond de l'artère cérébrale moyenne. C'est 10% des infarctus sylviens. Généralement, c'est l'occlusion proximale de cette artère qui va être à l'origine. Le problème, c'est que c'est 80% de mortalité. Il concerne plutôt des sujets jeunes et cliniquement, ce sont des signes d'AVC sylvien. Comme je vous ai dit, c'est des syndromes syndrome neurovasculaire du territoire carotidien et plus précisément sylvien, avec l'hémiplégie, les troubles sensitifs, l'aphasie, mais également des troubles de la conscience et des signes d'engagement dans les premières heures. L'imagerie va montrer des signes d'AVC massifs, c'est pas le genre d'AVC que l'on thrombolise, avec des signes d'engagement. Et bien sûr, cette thrombolyse, elle est contre-indiquée. On va proposer plutôt une craniectomie avec nos amis neurochirurgiens qui se discutent si le patient est jeune et surtout s'il vient droit, et c'est plutôt un geste de sauvetage pour sauver sa vie au prix d'un handicap fonctionnel important. Comme vous voyez ici, il y avait un gros infarctus sylvien qui, avec un engagement et qui poussait les ventricules, si vous voulez, et la ligne médiane qui est complètement déviée. Et lorsqu'on fait la craniectomie, on enlève un bout de l'os, et du coup, le parenchyme, cette hyperpression est levée, le parenchyme sort du crâne, mais les structures médianes reprennent leur place et il va rester comme ça quelques jours, le temps que cette pression baisse, puis ils vont remettre le bout d'os. Alors, juste quelques mots sur la prévention secondaire. Les mesures de prévention secondaire dépendent de la cause de l'accident ischémique. Le diagnostic repose essentiellement sur l'angiographie des artères cervicales que l'on doit faire après, bien sûr, l'hospitalisation. On peut le faire en hospitalisation, mais si on a beaucoup de patients, on peut le faire sortir le malade et faire toutes ces explorations par la suite. Un angioscanner peut être également pratiqué. Rechercher une cardiopathie emboligène doit être faite en urgence tout de suite. Il faut rechercher la CFA. On peut faire des examens biologiques, un hémogramme, une créate, une glycémie, un bilan lipidique qui permettent de dépister certaines causes rares qui peuvent relever d'un traitement spécifique. Une thrombophilie est également recherchée, notamment chez les sujets jeunes, en absence de cause artérielle et cardiaque ou en cas d'histoire personnelle ou familiale évocatrice. Le contrôle rigoureux des facteurs de risque modifiables est nécessaire, bien sûr, en prévention secondaire. Il faut faire attention de contrôler tous ces facteurs de risque vasculaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'aspirine doit être prescrite. L'athérosclérose, attention. Le clopidogrel peut être donné également s'il y a des contre-indications à l'aspirine. Et on peut donner, bien sûr, l'anticoagulation se discute, doit être prescrite s'il y a cardiopathie emboligène.
parce que son efficacité préventive est considérable malgré le risque d'hémorragie cérébrale, mais il faut savoir quand est-ce qu'on l'indique. Alors, les anticoagulants en matière d'arythmie, je vous ai dit, quand on cherche la FA, on la trouve, parce que parfois, elle est paroxystique. Il y a des moments où vous faites un ECG de base, il n'y a rien du tout. Mais si vous faites le Holter, vous allez trouver des choses. Donc, le Holter est obligatoire en prévention secondaire pour rechercher cette ACFA. Après, vous avez les nouveaux anticoagulants oraux, hein, qui, eux, on les trouve en Algérie, ne sont pas remboursables, sont relativement chers, mais leur seul avantage, c'est que ça ne nécessite pas de surveiller l'INR, etc., comme le dabigatran, l'apixaban, etc. Alors les statines, ça fait partie du traitement en prévention secondaire. L'indication se discute, mais en général, nos amis cardiologues préfèrent en donner et en donnent de la torvastatine. C'est surtout pour baisser le taux de LDL. Alors, juste un mot sur la fluoxétine qui avait fait beaucoup parler d'elle, le Prozac, qui est un antidépresseur. Et à l'époque, en 2011, ça a été même publié dans le Lancet où on en a parlé en long, en large et en travers. Et même nous, on a participé un petit peu à utiliser la fluoxétine pour les AVC. Quand il y a un déficit moteur d'un AVC ischémique, et cette étude avait montré que la fluoxétine permettait d'améliorer le déficit moteur de façon significative chez ces patients-là que chez d'autres patients qui n'en prenaient pas. Mais en fait, avec le recul, maintenant, on est à plus de 10 ans et en fait, la fluoxétine, elle a plus un effet antidépresseur et ceci permet aux patients de mieux coopérer à la rééducation fonctionnelle qui fait partie du traitement, bien sûr, de l'infarctus à sa sortie et ça leur permet de mieux coopérer, donc d'améliorer leur capacité fonctionnelle plutôt qu'une action directe de la fluoxétine sur l'amélioration du déficit moteur. Alors, nous avons parlé de l'ischémique, nous allons rapidement parler de l'hémorragique parce que l'hémorragique, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Le diagnostic se fait facilement en urgence grâce à l'imagerie. Cliniquement, la distinction peut être parfois impossible. Je vous ai dit, parfois, c'est juste le scanner qui permet de différencier entre un AVC hémorragique et un AVC ischémique. Il y a des éléments qui vont faire suspecter l'AVC hémorragique, c'est la notion de traumatisme crânien, le traitement anticoagulant par antivitamine K notamment, le début brutal ou très rapide avec une aggravation secondaire et surtout s'il y a des céphalées, des troubles de la vigilance ou une épilepsie précoce. La prise en charge en aigu est plus simple que l'AVC ischémique, hormis les conditions générales, il n'y a rien à faire. Lors de l'hémorragie, l'éruption de sang va dilacérer le parenchyme, ceci fait que la mortalité par AVC hémorragique est supérieure à celle de l'ischémique, mais le pronostic fonctionnel, il est meilleur parce que le parenchyme est dilacéré, mais il n'est pas, si vous voulez, il n'est pas comprimé, il ne souffre pas comme dans l'AVC ischémique. À la phase aiguë, le pronostic dépend essentiellement de la taille de l'hématome et de la présence de sang dans les ventricules. Quand il y a une inondation ventriculaire, c'est de mauvais pronostics. Et à distance de l'hémorragie, le pronostic va dépendre de l'état cérébrovasculaire et des comorbidités et surtout d'une rééducation précoce. Alors là, par exemple, c'est l'hémorragie sous-arachnoïdienne, c'est un cas d'hémorragie sous-arachnoïdienne que je vous montre ici. La situation clinique, elle est complètement différente, il n'y a pas de déficit moteur, mais vous aurez surtout une céphalée qui est décrite comme brutale, avec un syndrome méningé, en dehors de toute fièvre, bien sûr. On fait le scan, on retrouve cette hémorragie sous-arachnoïdienne, hémorragie méningée, et on envoie en neurochirurgie essentiellement pour explorer à la recherche d'un anévrisme ou d'une malformation artério-veineuse. Là, c'est un hématome capsulaire typique du pic hypertensif. C'est les hématomes que l'on voit dans les HTA malignes. Et comme ici, c'est le même cas, chez un sujet hypertendu, pronostic immédiat, il est bon, et c'est dû à la rupture d'une artère perforante. Vous voyez que c'est un AVC qui est plutôt profond. Alors, les principes du traitement, c'est contrôler la tension, mais faire attention à ne pas trop la baisser parce que la baisse brutale va aggraver les ischémies aux zones périphériques de l'hématome parce que cet hématome va comprimer en périphérie les zones qui sont censées être saines et provoquer des ischémies. Donc, si on baisse brusquement, ça va aggraver cette ischémie. Et faire attention aux complications thromboemboliques, commencer au cas par cas, 48-72 heures après, au moins une HBPN, une héparine de bas poids moléculaire. Alors là, ça résume un petit peu tous les types d'AVC hémorragiques que vous pouvez avoir. Donc, en post-traumatique, vous avez essentiellement les hématomes sous-duraux et extraduraux.
qui sont confiés à la neurochirurgie. Vous avez les hémorragies sous-arachnoïdiennes, l'hémorragie méningée. Il faut faire attention aux anévrismes et aux malformations artério-veineuses. Et enfin, vous avez les localisations d'hématomes capsulothalamiques ou corticales que l'on voit chez les hypertendus en général. Mais attention, il faut toujours faire une IRM à la recherche d'autres causes, notamment une angiopathie amyloïde ou des malformations vasculaires ou des cavernomes qui peuvent être à l'origine de ces hémorragies. Donc, je conclus. La prise en charge des AVC en aigu reste quand même bien standardisée actuellement, de par l'avènement de ces UNV et cette prise en charge qui est de plus en plus spécialisée et qui permet un pronostic fonctionnel meilleur. Il est clair qu'un bon screening clinique, donc il faut savoir identifier et faire la part des choses entre un AVC ischémique et un AVC hémorragique. On peut le faire parfois, mais quand on peut pas, l'imagerie reste bien sûr indéniable. Son rôle est indéniable dans le diagnostic. Alors, la thrombolyse a modifié la prise en charge des AVC ischémiques. Il faut toujours y penser si le début est brutal et systématisé. Si on est toujours dans les délais de moins de 4h30, time is brain. Il est important de faire attention aux mesures associées. Je vous ai dit la tension, la glycémie, etc. Il faut les surveiller, les monitorer de façon rapprochée et faire attention aux accidents thromboemboliques. Il faut les prévenir au bon moment, quand est-ce qu'on donne l'anticoagulation, faire attention aux troubles de la déglutition et aux complications de décubitus. Et je vous remercie. Je vous laisse mon mail. Si quelqu'un ne veut pas poser de questions maintenant ou il en a une autre après qui lui taraude l'esprit, il peut m'envoyer un mail et je répondrai avec joie. Voilà, merci. Alors, je vais répondre si je trouve des questions. Bon, il y en a beaucoup. Alors, il y a quelqu'un qui parle, qui dit on a vu des AVC ischémiques qui ont récupéré totalement en 24 heures et non pas en moins d'une heure. Comment classer cet AVC? Effectivement, la définition de l'AIT, il y a eu une définition toute récente de 2020, enfin qui n'est pas encore adoptée par l'Organisation mondiale de la santé et par l'ESOC, donc l'Organisation européenne des AVC, qui dit que jusqu'à 24 heures, ça peut être considéré comme un AIT si on a une imagerie normale. Et en fait, oui, on a eu des cas comme ça d'AIT qu'on a considérés comme des AIT, mais qui ne régressent pas en moins d'une heure, qui régressent en quelques heures. Mais en fait, vous faites une imagerie, vous pouvez avoir une IRM, je précise, pas un scanner, parce que le scanner, vous l'aurez fait, il était normal. Vous faites une IRM, elle peut montrer un petit hypersignal qui persiste maximum 7 jours. Et du coup, la définition de l'AIT va être plus radiologique que clinique et délai d'une heure. C'est vrai mais gardez en tête que la majorité des AIT, finalement, régressent en moins d'une heure. Alors, autre question, quel conseil peut-on donner lors d'une mise en évidence de 2 lacunes en hypersignal sous-cortical frontal et de la capsule interne droite, lenticulaire gauche et périventriculaire, non visualisée en diffusion à l'IRM? Merci. Alors, là, on nous parle de 2 lacunes sous-corticales. Quels conseils on peut donner? C'est des syndromes lacunaires. Donc, du coup, ça veut dire que déjà, il faut rechercher tous les facteurs de risque vasculaire. Si c'est des personnes qui ne sont pas connues comme ayant un diabète, une hypertension ou autre chose, les seuls conseils que l'on peut faire, c'est attention, cherchons des maladies à potentiel cardiovasculaire. S'il n'y en a pas, faire attention à son alimentation, faire une activité sportive, éviter les autres causes, les autres facteurs de risque comme l'obésité, etc. Donc, on ne peut pas donner d'autres conseils. Après, s'il y a le moindre facteur de risque, on peut mettre sous antiagrégant plaquettaire. Alors, je regarde s'il y a encore des questions. Alors, le mannitol, je vous ai dit, c'est pour l'œdème. Hein. Si vous avez de l'œdème, c'est clair qu'il faut donner, si vous avez beaucoup d'œdème, c'est clair qu'il faut donner du mannitol dans les premières heures d'un AVC. Hein. Bon, alors, on me dit, est-ce qu'on diminue les chiffres de tension en cas d'AVC la première heure? Oui, on diminue si ça dépasse les 22-12. Il faut attendre le seuil de 22-12 en condition de non-thrombolyse, bien sûr. Alors, dans les AVC ischémiques, on nous dit vaut mieux commencer la rééducation après 3 semaines. Or, on a une petite expérience dans notre service où on a commencé la rééducation dans les premiers jours avec de meilleurs résultats. Que pensez-vous? Non. La rééducation doit être débutée le plus tôt possible, ne serait-ce que des mobilisations passives si le patient ne se met pas debout ou vraiment il a une hémiplégie totale. Là, c'est pas vrai qu'il faut attendre 3 semaines. Il faut commencer dès que le patient est éligible et qu'il peut participer à la rééducation. Vous commencez la rééducation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, intérêt de Somazina dans la prise en charge des AVC ischémiques.
Bon, l'acétylcholine ils disent, c'est un neuroprotecteur, ça garde son intérêt le premier mois, surtout les 15 premiers jours, on le prescrit. Il y a des études qui ont prouvé qu'il y avait un regain fonctionnel meilleur quand on donne l'acétylcholine chez ces patients plutôt que quand on ne donne pas. Alors, je cherche encore des questions. On me remercie, je vous remercie aussi. Merci aussi, merci aussi. Alors, j'ai trouvé une question ici. On me dit, s'il vous plaît, est-ce qu'on donne l'aspirine comme prévention secondaire en cas d'AVC ischémique, malgré que la malade a une HTA et donc risque de développer un AVC hémorragique autrement? Alors oui, on donne l'aspirine, même si elle a une HTA, c'est inévitable. L'HTA doit être gérée par le traitement antihypertenseur et le cardiologue ou l'interniste. Mais l'aspirine doit être prescrite dans prévention secondaire d'un AVC ischémique, parce qu'il y a un risque de récidive, c'est obligatoire. Mais l'HTA doit être bien gérée. Alors, AVC et cancer du cerveau, je ne sais pas préciser, parce qu'il n'y a pas de cancer du cerveau, il y a le lymphome ou des métastases, ou bien des tumeurs du cerveau, mais AVC et cancer du cerveau, l'AVC doit être géré, même si la personne a une tumeur cérébrale, comme tout AVC. Voilà, donc il faut faire attention, bien sûr, au traitement que prendrait ce patient. Alors, Alors, il n'y a pas de cancer du cerveau. Vous pouvez avoir des tumeurs cérébrales. C'est vrai qu'un déficit moteur aigu, une hémiplégie, nous fait penser à un AVC, mais on a eu des surprises où on a trouvé des méningiomes. C'est vrai que oui, on peut y penser. Mais si vous voulez, les tumeurs cérébrales se manifesteraient par autre chose, par exemple des crises d'épilepsie, des céphalées, plutôt qu'un AVC. Sur Mazina, j'ai répondu. On ne réalise pas. Alors, autre question, est-ce qu'on réalise une fibrinolyse, c'est-à-dire une thrombolyse en cas d'AIT? Nous ne réalisons pas de thrombolyse en cas d'AIT parce que, par définition, c'est transitoire et donc, il n'y a pas de zone de pénombre à sauver puisqu'il y a eu reperméabilisation spontanée. Du coup, soit le thrombus s'est lysé, soit il a bougé. Donc, du coup, là, il y a rien à liser avec notre fibrinolyse. Quelle est la plus efficace? La thrombolyse ou la thrombectomie? En fait, il n'y a pas plus efficace. Les deux ont des indications différentes. La thrombolyse est indiquée dans les infarctus, mais plutôt avec des thrombis plutôt distaux, que la thrombectomie qui va, elle, en proximale. Donc, elle va, quand on a un infarctus massif avec une sylvienne qui est obstruée dans toute sa lumière, c'est la thrombectomie qui va agir, c'est pas la thrombolyse. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, de plus efficace, mais d'indications différentes. Et souvent, la thrombectomie, on la fait après la thrombolyse. On donne la chance à la thrombolyse parce qu'elle a un délai un peu plus long. Alors, médecin urgentiste qui demande centre de thrombolyse pour les AVC que je souhaite faire, comment ça marche? Alors, pour ouvrir une UNV, donc pas qu'un centre de thrombolyse, c'est pas sorcier. Et après, bon, il faut avoir un réanimateur sous les mains et suivre une formation de pathologie vasculaire, comment vous scorez votre NIS, comment vous reconnaissez les signes précoces d'ischémie, comment vous injectez le produit, comment vous surveillez le malade. Après, il faut créer votre propre filière là où vous êtes pour que les patients arrivent dans les délais. Donc, c'est tout un travail, mais c'est pas impossible. Alors, la paralysie faciale, c'est pas le sujet. Merci pour la main. Alors, en cas d'AVC ischémique sur ACFA, quel délai on introduit le Syntran? Alors, oui, quand on découvre une ACFA, après, c'est l'indication des anticoagulants. Après, les anticoagulants vont être indiqués en fonction, on va s'entendre avec les cardiologues, ils ont un score particulier qu'ils appellent le Schatz-Vasc, qui dépend du NIS et de la taille de l'ischémie et de l'évolution dans le temps. Mais sinon, il faut comprendre que si c'est un AVC mineur,
un petit infarctus avec un IS inférieur à 4, etc., on peut anticoaguler dès le lendemain. Par contre, si c'est un AVC modéré, on va attendre 3-4 jours. Si c'est un AVC plus sévère avec une transformation hémorragique, etc., on va attendre 8 jours, on refait le scanner, on refait notre score fonctionnel et on décidera de l'introduction des anticoagulants. Alors, un petit AVC temporopariétal gauche ischémique avec fin halo-hémorragique temporopariétal gauche, décéphalée, un foyer épileptogène et un pontage coronaire, sans embole ni rétrécissement à l'angio-IRM. Mais la question, c'est quoi? Ah, j'ai pas compris la question. Alors, les anticoagulants à dose préventive, quelqu'un qui demande le délai d'introduction des anticoagulants à dose préventive. Les anticoagulants à dose préventive, s'il n'y a pas de transformation hémorragique massive, vous pouvez les introduire le lendemain, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'on baisse la tension avant de faire le scanner ou non? Parce que des fois, le scanner sera disponible après 1 heure. Alors, la tension, si elle dépasse les 22,12, vous devez la faire baisser. On n'attend pas le scanner pour faire baisser la tension, sinon on sera dans de beaux draps. Oui, vous la faites baisser avant. Après, si vous avez le scan tout de suite, vous avez un scan, ça prend 5 à 8 minutes et il est sorti, hein, si c'est fait rapidement. Là, vous faites votre scan, après vous gérez votre tension. Alors, l'acétylcholine, c'est pour les 2 types d'AVC, hémorragique et ischémique. Alors, comment faire la différence entre hémiparésie, considérée comme AIT, et métastase cérébrale? Ah, alors cliniquement, c'est vrai que ça peut être difficile de faire la part des choses entre hémiparésie, une hémiparésie où on penserait à un AIT parce que ça régresse, et une métastase cérébrale, ça peut être difficile. Donc, c'est la radiologie qui va trancher, hein, c'est pas la clinique. Mais bon, une métastase, c'est rarement que ça régresse. Quand la parésie s'installe, elle est là, elle ne régresse pas. Alors, la position de sécurité en cas d'AVC sans décubitus, d'AVC ischémique, c'est décubitus strict. Décubitus dorsal, pardon. Alors, après, en cas de trouble de la déglutition majeure, quelle est la conduite à tenir à l'encours en dehors de la sonde nasogastrique à phase aiguë? Ah oui, bon, écoutez, la sonde nasogastrique, tant qu'il y a des troubles de la déglutition, on l'enlève pas, parce que même si le malade sort, etc., il y a certains AVC du tronc cérébral qui peuvent laisser des troubles de la déglutition. Donc, le risque d'inhalation et de fausse route est trop important pour l'enlever. Nous ne pouvons pas l'enlever tout de suite. Donc, ça sera vraiment au cas par cas. Alors, la prescription d'une statine est-elle systématique après un AVC ischémique? Si le bilan lipidique est normal, non. Mais si vous avez fait le bilan d'une athérosclérose avec un échodoppler, etc., vous avez des plaques d'athérome partout, oui, elle est indiquée. Conduite à tenir après un AVC causé par déficit du coenzyme Q10 dans les mitochondriopathies. Alors là, on est dans autre chose. Les mitochondriopathies, ça peut donner des AVC du sujet jeune, de l'enfant. Et le traitement, bon, il n'y a pas de traitement spécifique à la mitochondriopathie, c'est une affection génétique, mais vous ne pouvez rien donner que des antiagrégants plaquettaires. La thrombolyse n'est pas disponible partout, je suis d'accord avec vous, mais en ce moment, il y en a quand même, l'Est, l'Ouest, le Centre, il y a même Medea qui a thrombolysé, donc je pense que ça commence à venir. Oui, la thrombectomie existe en Algérie, à Blida, au CHU France Fanon. Alors, l'intérêt du Plavix versus aspirine, il n'y a pas de supériorité de l'un ou de l'autre, mais c'est vrai que nous, on est plus habitués à l'aspirine et les cardiologues sont plus habitués au Plavix. Quand ils ont une cardiopathie et tout, ils préfèrent eux le Plavix et nous, on prescrit toujours de l'aspirine. Alors, si AVC suspecté et impossibilité de faire une TDM ou de transférer le patient aux UNV car trop loin, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'urgentiste pour sauver le malade et quel est le délai à ne pas dépasser pour thromboliser le malade? Alors, le délai, c'est 4h30, je vous l'ai dit. Après, il y a eu des dernières publications de patients qui ont été thrombolisés jusqu'à 18h, mais ils disposent
d'une IRM, de séquences de perfusion, et ils peuvent calculer le mismatch. Donc, tant qu'on a un mismatch, tant qu'on a une zone de pénombre, on peut thromboliser. Mais comme on n'a pas d'IRM sous la main tout le temps, on ne peut que se référer aux recommandations internationales de 4h30. Donc, mais si vous ne pouvez pas faire un scanner, au moins, c'est pas possible de trancher entre un AVC hémorragique et un AVC ischémique, et du coup, il n'est pas possible de thromboliser ce patient. Il faut vraiment un scanner, sinon c'est pas possible de le prendre en charge. Le scanner est obligatoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt du mismatch radiologique et mismatch radioclinique? Alors, radioclinique, non, le mismatch, il est radiologique. Le mismatch, c'est un calcul de pourcentage qui se fait par l'appareil, qui se fait par le scanner de perfusion, qui n'existe pas partout en urgence, et l'IRM avec les séquences de perfusion également. Donc, on injecte un produit de contraste et on va voir la zone infarcie, c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, la zone infarcie, la zone ischémie, donc la zone infarcie, la zone de pénombre autour. Et il va nous donner un pourcentage au-delà duquel nous pouvons thromboliser ou ne pouvons pas thromboliser. C'est en fait l'appareil qui va nous répondre. Mais c'est très pratique et ça permet de nous aider dans les indications de la thrombolyse. À quel temps on fait la TDM cérébrale après installation de l'ischémie? Déjà, vous ne pouvez pas voir l'ischémie si vous n'avez pas fait de scanner. Donc, le scanner doit être fait tout de suite dès que le malade arrive aux urgences. Donc, peut-être que je n'ai pas bien compris la question, peut-être qu'il faut qu'elle soit reformulée. Alors, AVC ischémique avec foyer hémorragique, non, parce que malheureusement, j'ai pas mis un score radiologique particulier qu'on appelle le score Aspect, qui permet de nous dire à quel moment on ne peut pas thromboliser. C'est un score radiologique sur le scanner et c'est sur 10 points. Donc, à chaque fois qu'il y a un infarctus dans une zone, on enlève un point. Et quand il est inférieur à 7 sur 10, le patient n'est plus éligible à la thrombolyse. Et du coup, ce scanner-là, ce score-là, quand on l'a inférieur à 7, on ne peut pas thromboliser. Donc, encore moins quand il y a un foyer hémorragique, c'est clair qu'on ne va pas thromboliser. Parce que quand on voit l'AVC qui s'est constitué, ça veut dire qu'on a perdu déjà beaucoup de points dans l'aspect. Et de ce fait, en plus, il y a le foyer hémorragique, c'est une contre-indication à la thrombolyse. Oui, vous pouvez introduire les antiagrégants devant une petite transformation hémorragique. Le lendemain, il n'y a pas de souci. La place des corticoïdes dans les AVC hémorragiques est très limitée, uniquement s'il y a beaucoup d'œdème. Et encore, les réanimateurs préfèrent le mannitol, mais on peut en donner pour de l'œdème. Alors oui, l'intérêt de refaire la TDM dans les 48-72 heures, là je vous ai montré les signes précoces d'ischémie que vous devez rechercher à chaque scanner que vous faites en urgence tout de suite là. Mais parfois le scanner est normal et en fait si le scanner est normal, c'est l'idéal pour thromboliser le patient. Mais quand vous thrombolisez pas, vous devez confirmer votre infarctus et vous devez refaire 48 à 72 heures plus tard pour voir l'hypodensité. Comme je vous ai montré tout à l'heure, quand je vous montrais les signes précoces, après je vous montrais 33 heures, 38 heures plus tard, l'ischémie qui s'était installée, l'hypodensité qui s'était installée. Alors, est-ce que l'AVC donne souvent une altération respiratoire? Non, mais tachypnée peut accompagner. Après, si l'AVC concerne le tronc cérébral, vous aurez une atteinte respiratoire obligatoire. Alors, les UNV à Alger, c'est Babelwed et Bnimsous actuellement, au service de réanimation de Bnimsous, et Mustapha, les réanimateurs, je crois. Et il y a donc, je pense que c'est les trois. Voilà, c'est tout. La thrombolyse, je vous ai dit, vous injectez 10% en bolus et puis le reste, vous mettez à la seringue électrique pendant 1 heure. Alors, si vous ne disposez pas de scanner, vous devez prendre en charge votre patient comme un AVC jusqu'à preuve du contraire, mais c'est difficile après de traiter. Il faut vraiment le prendre en charge d'un point de vue général, la fonction pulmonaire, la température, la tension artérielle, la fréquence cardiaque. Il faut tout surveiller, la saturation en oxygène, votre bilan, votre glycémie. Donc, cette prise en charge multidisciplinaire qui concerne plusieurs éléments généraux qui peut permettre d'améliorer le pronostic. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, ça sera spécifique en fonction de l'un ou de l'autre. Je crois que j'ai plus de questions. Voilà, merci à vous. J'espère que c'était bénéfique pour tout le monde.